Je voudrais vous lire un petit texte qui est d'autant plus émouvant pour nous qu'il s'agit du texte que Michel, qui donc a publié, Michel Guérin, qui a publié John Ruskin, avait écrit. Ruskin ne cessa de décrire la beauté des montagnes, de se demander de quelle matière elles étaient faites, de nuages et de géologie. Nous n'avions rien lu. Il ne cessa de les représenter, dessins, aquarelles, daguerréotypes, pour percer les mystères des émotions qu'elles font naître. Nous n'avions rien vu. Un trésor était sous nos pieds. André Héla l'a ramassé en plongeant dans les 39 volumes de ses œuvres complètes. Au passage, il secoue la poussière de vieilles légendes, comme celle qui voudrait que Ruskin n'aimât pas les alpinistes ou que les guides du 19e fussent des paysans incultes. Merci Marie-Christine. Je voudrais juste d'abord remercier Marie-Christine d'avoir lu ce texte qui pour moi aussi est très émouvant. Dire en 2 mots comment est née l'idée de ce livre que rien à vrai dire ne me prédisposait a priori à écrire. Je suis breton, finistérien même, c'est vraiment... je suis breton, j'étais, avant d'être simplement retraité, j'étais professeur de lettres, français, latin, grec, et comme tous les profs de lettres, j'avais évidemment, je connaissais Proust, et je savais que Proust avait un peu, plus ou moins, que Proust avait traduit de livres de Ruskin, et qu'il y avait eu une certaine influence, que Ruskin avait une certaine importance sur lui. Par là-dessus, quand nous sommes venus en retraite, nous avons décidé de passer nos vacances à Chamonix. Et on a acquis un petit appartement au Clos du Savoie. Et Chamonix, que je connaissais très peu, très mal, une des premières choses que j'ai vues dans les guides, c'est qu'il existait un lieu s'appelant la Pierre à Ruskin ou la Pierre à Ruskin. Parce que quand on a demandé comment y aller, on nous a dit « Ah oui, vous cherchez la Pierre à Ruskin ». Bon. Très bien, c'est une façon de naturaliser Ruskin savoyard, au fond, je trouve que c'est très sympathique. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi diable une Pierre à Ruskin à Chamonix? Et ma curiosité ayant ainsi été piquée, j'ai cherché, je n'ai quasiment rien trouvé en un premier temps. Un certain temps s'est écoulé, de temps en temps je cherchais chez un bouquiniste, chez un antiquaire, etc., mais sans beaucoup avancer. Et quand même, un jour, parce que quelqu'un que je connais bien avait publié Victor Hugo et Le Mont Blanc aux éditions Guérin, un jour je me suis risqué à téléphoner à Michel et à lui dire Ruskin et Chamonix, est-ce que vous croyez qu'il y aurait ou non quelque chose à faire là-dessus? Et il m'a dit, ah oui, pourquoi pas. Mais alors, on a pris rendez-vous, on a convenu que j'allais rechercher quelques textes de Ruskin, et puis qu'avec ça, on ferait une petite anthologie de textes de Ruskin sur la montagne pour la petite collection. Bon, alors j'ai commencé le travail là-dessus, et puis il s'est passé, alors là j'abrège, il s'est passé que de fil en aiguille, et au fur et à mesure que le temps passait, bibliothèque ici, bibliothèque là, etc., je m'apercevais qu'il y avait une quantité extraordinaire de choses écrites par Ruskin sur la montagne, mais toutes écrites en anglais et n'ayant à peu près jamais été traduites en français. Bon, alors au fur et à mesure que je trouvais des choses, je passais un coup de fil de Rennes, je passais un coup de fil à Michel Guérin, et je lui disais, il y a aussi ça, il y a aussi ça. Bon, et puis, progressivement, donc, au fur et à mesure que mon tas de textes de Ruskin et que ma connaissance de Ruskin augmentait, le projet commençait à évoluer. De la petite collection, c'est passé à, je ne sais plus comment elle s'appelle, la collection intermédiaire Terra Nova. Et puis finalement, comme en cours de route, je découvrais aussi que Ruskin, ce que j'ignorais au départ, que Ruskin avait été un dessinateur et un peintre aquarelliste tout à fait remarquable, et qu'en plus, il avait été un des premiers à photographier les montagnes aussi bien à Chamonix qu'à Zermatt, puisque un des premiers clichés du Cervin en 1849 a été réalisé, enfin non pas par lui, mais par son domestique,
progressivement, le projet est devenu un livre sur Ruskin pour la collection textes et images. Voilà. Et voilà comment, donc, d'une curiosité devant la pierre à Ruskin est né ce livre avec le soutien et tout l'intérêt de Michel. Voilà, je voulais juste rappeler ça, parce que c'est une histoire que je trouve assez formidable. Merci Lorraine. Voilà les aiguilles, dit alors le cocher de notre char à banc. Je sursautais. Je crois bien qu'à ce moment-là, je rêvais de la maison. C'est bizarre comme on pense toujours que ce serait agréable d'être là où on n'est pas. C'est tout à fait agaçant comme le charme d'un endroit augmente toujours en proportion de son éloignement. Bon, je lève les yeux, et alors 7000 pieds au-dessus de moi s'élevaient les aiguilles du Mont Blanc, hérissées, déchiquetées, comme éclatées, tels les vestiges de 60 siècles de tempête. Et pourtant, toujours là, elles jaillissent rouges, dénudées, à l'exception d'un peu de lichen, totalement inaccessible, sans la moindre neige, car celle-ci ne peut tenir sur l'abrupte verticalité de ces terribles pentes qui, d'un seul élan vertigineux, s'élance au-dessus d'un océan de neige, dont la houle des vagues roule au-dessus d'autres monts plus bas et moins à pic. Venait ensuite la sombre étendue des forêts de sapins, dressées sur les crêtes de chacun de ces escarpements, et un surprenant contraste avec le bleu froid des pics des glaciers emplissait les gigantesques ravins qui séparent ces hauteurs, descendant depuis le domaine désolé de la neige, comme les flots déchaînés d'un océan en colère, et venant s'étaler dans les champs verdoyants de Chamonix, qui s'étendent au loin en un trait long fertile jusqu'à l'aride solitude du col de Balme. Il n'y a pas d'autre spectacle comme celui de Chamonix à travers la Suisse. Nulle part ailleurs je n'ai vu si effroyablement et si superbement combinée la riche luxuriance d'une vallée cultivée, la splendeur aveuglante de la neige éternelle, la magnificence des pics nus et élancés, et l'étrange, la froide rigidité du déferlement des glaciers. Rien ne brise le silence, le tonnerre de l'avalanche ne vient pas éclater du fond du massif, aucune voix ne sort du gouffre du glacier, ni aucun murmure des 1000 torrents de la montagne. Vous êtes dans la solitude. Une étrange solitude qui n'a rien de terrestre, mais vous avez l'impression que l'air est plein d'esprit. C'est une traduction que vous avez faite. Oui, ce texte est un donc de tous les textes écrits par Ruskin sur la montagne, et plus spécialement sur Chamonix, que j'ai trouvé et que j'ai lu les uns après les autres dans l'extraordinaire édition des œuvres The Works of John Ruskin en 39 volumes, puisque les œuvres à peu près complètes de Ruskin occupent 39 volumes qui sont à peu près chacun gros comme ça. Voilà. Ce texte que Lorraine vous a lu, c'est le premier texte de Ruskin sur Chamonix. Il l'écrit en 1833. Il a l'écrivain, l'homme qui écrit ce texte, a en fait 13 ans et demi. Il a 13 ans et demi en 1833, puisqu'il est né en 1819. C'est son premier voyage sur le continent, son premier tour sur le continent, comme disent les Anglais, ce qui fait d'eux des touristes. C'est au terme d'un fort long périple. Ils sont partis, les Ruskin, père, mère et fils, sont partis de Londres depuis le mois de mai, ou quelque chose comme ça, et c'est début septembre, après avoir fait toute la Suisse, un bout de l'Italie du Nord, etc., qu'ils arrivent, et c'est la dernière étape de leur tour sur le continent et dans le massif alpestre. Ils arrivent enfin à Chamonix. Et vous avez compris évidemment, je dis, je crois, je ne sais plus, je dis qu'avant de présenter, avant la traduction de cette scène, je dis que c'est ce qu'en critique littéraire, à propos de romans en particulier, on appelle une scène de première vue. Vous savez, par exemple, dans La Princesse de Clèves, lorsque au bal à la cour, la Princesse de Clèves et Monsieur de Nemours, tout d'un coup, leurs regards se croisent. Madame de Lafayette écrit « Leurs yeux se rencontrèrent ».
hein, et c'est immédiatement le coup de foudre, et ce regard scelle leur vie, leur destin pour la vie, scelle leur destin pour la vie. Ici, ça n'est pas entre un jeune homme et une jeune femme, c'est entre un jeune homme, je serais presque tenté de dire encore un jeune garçon, et puis un lieu. Et c'est vrai, je n'exagère pas quand je dis que le coup de foudre de Ruskin pour Chamonix, il va durer, alors il y aura quelques hauts et quelques bas, mais il va durer jusqu'à la fin de sa vie. Mais c'est vraiment le coup de foudre, et même si Ruskin a bourlingué partout où il est possible de bourlinguer dans les Alpes au XIXe siècle, il a été partout. Il a été partout, mais constamment revient dans son journal, qu'il tient souvent, cette même réflexion. Au fond, ça ne, je le traduis, ça ne vaut pas Chamonix. Ça ne vaut pas Chamonix. Quand il revient de Zermatt, quand il revient, il dit « Ah, je retrouve Chamonix et c'est tout de même mieux ». Il ira même jusqu'à dire d'ailleurs, en revenant de Zermatt, que tout compte fait, le Cervin à côté du Dru, c'est pas terrible. Et il situe toujours Chamonix en Suisse. Hein. Oui, alors, jamais compris. Oui, alors petite remarque, oui. Oui, du début jusqu'à la fin, pour lui, Chamonix fait partie de ce qu'il appelle la Suisse. J'explique rapidement pourquoi. Tout simplement parce que dans les guides des voyageurs anglais de l'époque, le Handbook Guide of English Travelers, par exemple, de Murray, qui est le guide le plus fréquemment utilisé à l'époque, c'est le guide du voyageur en Suisse, et Chamonix est automatiquement ajouté, si l'on peut dire, au voyage en Suisse. Parce que, évidemment, quand on est à Genève, de Genève, on vient à Chamonix. Voilà. Donc Chamonix, pour la plupart des voyageurs anglais de l'époque, fait partie de la Suisse. 8 juillet 1835, Chamonix. Matinée sans nuages. Sur nos montures et en route pour le col de Balme. Traverser l'Arve et passer le glacier des Bois. La vallée de Chamonix est divisée en deux parties bien distinctes. La plus large est celle où est situé le prieuré et où descendent les glaciers des Bois et des Bossons. Elle se termine près du glacier des Bois par une bosse de 200 ou 300 pieds de haut, où les cultures s'arrêtent. Une fois qu'on a franchi cette hauteur, s'ouvre une autre vallée plus étroite, que l'on appelle toujours vallée de Chamonix, et où se situe le village d'Argentière. Cependant, la vallée s'ouvre à nouveau vers Argentière, dont l'énorme glacier donne l'impression de dévaler l'impressionnante vallée entre les gigantesques masses de l'aiguille verte et de l'aiguille d'Argentière. Après, les montagnes deviennent stériles. Le torrent qui descend du col de Balme s'est forcé lui-même un profond chenal parmi les couches d'ardoise de cette montagne, qui sont ici comme nulle part ailleurs à découvert. L'ardoise ne s'étend pas en couches fines, compactes, bien formées comme je l'ai vu au Pays de Galles. Elle est d'un noir sale et friable, tombant en petits fragments et totalement impropre pour les toitures, comme le montrent les maisons de Chamonix, qui ont toutes des toits en bois. Elle est cependant exploitée pour un autre usage. Les paysans étendent par-dessus la neige cette ardoise noire en tas. Elle augmente et absorbe si bien la chaleur du soleil que la neige fond en très peu de temps. Une fois passée cette roche d'ardoise, la montagne est couverte d'une belle herbe verte jusqu'au sommet, où nous sommes arrivés à peu près à midi. Le col de Balme est une haute crête qui sépare la vallée de Chamonix de celle du Rhône, où est situé le village de Martigny. Comme il commande les Alpes bernoises de ce côté et les glaciers de Savoie de l'autre, on ne peut pas imaginer un meilleur observatoire sur un plus magnifique panorama. Cela commence avec les aiguilles de Chamonix, dont les deux plus proches sont les aiguilles du Tour et d'Argentière. Elles s'élèvent de façon tout à fait verticale et ne sont donc qu'à peine saupoudrées de neige. De leur base de granit descend le beau glacier du Tour, qui ne se trouve pas entre de hauts sommets dans un ravin à pente très raide comme la plupart des glaciers, mais s'étale au flanc d'une large montagne et préserve ainsi la blancheur neigeuse de sa surface et le magnifique bleu de ses gouffres qui ne vient souiller aucune poussière de granit. 1835, là, donc ouais. 2 ans plus tard, c'est le deuxième séjour. Il est très court, le premier aussi, c'est des séjours de 3 jours. Hein, pour le moment, il y en aura plus long, mais là, c'est 3 jours, donc il a 15 ans et demi, là. Les deux textes, le premier et le second, sont très complémentaires et sont des aspects complémentaires de l'écriture de Ruskin. Le premier texte, c'est, et on a ça souvent chez Ruskin, c'est l'émotion immédiate, c'est l'émotion première, c'est comme si le paysage lui sautait à la figure.
Je ne sais pas si vous avez entendu, d'ailleurs, les aiguilles jaillissent. Et c'est très souvent, il y a des mots qui reviennent chez lui, comme jaillir, exploser, etc. Et il emploie volontiers le verbe to burst. Hein, c'est vraiment exploser, pour dire que tout d'un coup, il y a un aspect du paysage qui lui saute absolument dessus. Et alors ici, c'est un deuxième stade, si l'on peut dire. Vous entendez bien que c'est beaucoup plus réfléchi comme description et comme approche. Et c'est tout à fait intéressant aussi parce que c'est une première trace. D'abord, une première chose que je veux dire, une première trace de l'influence absolument énorme sur Ruskin de Saussure. Saussure qui est un des grands maîtres à penser, un des grands maîtres de Ruskin. Pour ses 15 ans, quelques mois avant, il a eu en cadeau d'anniversaire Les Voyages dans les Alpes de Saussure. Il a eu ça en cadeau d'anniversaire et il vient au fond, au cours de ce second voyage, il vient faire son petit Saussure, si l'on peut dire. Et ces quelques pages que Lorraine a lues, c'est un petit peu à la manière de Saussure. Mais ce que je trouve étonnant aussi là-dedans, quand même, c'est la façon extraordinaire, enfin, moi je trouve, dont il s'approprie, c'est la deuxième fois qu'il vient à Chamonix, il est là depuis ce séjour-là, il est là depuis 2 jours, il a déjà complètement assimilé le paysage. Il est capable de le lire. C'est une leçon de lecture de paysage que je trouve absolument prodigieuse. Et il se l'approprie par le regard. Et parce qu'il a compris, je crois, la leçon de Saussure, il sait lire le paysage à travers, grâce à la géologie. Ouais. Il a compris que la géologie, c'est autre chose qu'une science un petit peu absconse, un petit peu difficile, un petit peu réservée aux spécialistes. Il a appris que c'est un moyen de lire le paysage. Et je voudrais juste ajouter encore une chose. Quand j'ai commencé à découvrir des textes comme celui-là, à essayer de les traduire, j'étais extrêmement frappé de la différence entre un texte, entre une description comme celle-là et la plupart des descriptions, je vais dire, assez stéréotypées et où on trouve beaucoup de clichés que font de grands nombres de voyageurs ou de visiteurs de la vallée de Chamonix. C'est de nature complètement différente. Voilà. Ruskin sait lire le paysage de montagne. Quelques années plus tard, Victor Hugo, qui mérite bien sûr tout notre respect, toute notre admiration, Victor Hugo, en haut du Rigi, écrira « Ce paysage est complètement fou, c'est incompréhensible ». Bon, c'est toute la différence. Hein. Pour Ruskin, un paysage de montagne se comprend, je ne dirais pas tout à fait au premier coup d'œil, mais presque. Voilà. Ça c'est quelque chose de tout à fait étonnant. Et là, on part dans autre chose. Là, et puis, une autre chose, juste un petit détail aussi, pendant que vous lisiez, je réentendais son insistance à parler de l'herbe verte. Une des choses qui ravit Ruskin dans le paysage chamonien, et en cela il est assez différent de tous les écrivains, voyageurs ou peintres qui sont séduits uniquement par l'aspect sublime du paysage de montagne, vous savez, les sublimes horreurs, etc. Là, ce qui ravit Ruskin, c'est la coexistence dans un même paysage, justement, de l'herbe verte, des pâturages, de ce qui est très, très humain, et puis de la neige, de la glace, etc. C'est le mélange des deux. Et c'est assez rare de trouver cela chez un écrivain de la montagne. Ruskin répond aux attaques lancées contre les couleurs trop vives de Turner. Qu'on ne peut les comprendre si l'on n'a pas vu soi-même ce qui se passe quand la nature elle-même se trouve prise d'une folie de coloriste. Au moment d'un coucher de soleil sur des nuages, de haute altitude, quand le ciel dans sa totalité, du zénith à l'horizon, devient un océan empourpré, où la couleur et le feu se fondent et que la moindre bande noire se transforme en or massif, la moindre ride, la moindre vague devient un morceau immaculé,
sans ombre de cramoisi, de pourpre et d'écarlate. Ce sont, écrit-il, des couleurs pour lesquelles le langage n'a pas de mots, et l'esprit pas d'idées, et il n'y a rien qui rattache, rien qui relie par association ou par ressemblance ces cieux-là à l'œuvre d'aucun homme, excepté celle de Turner. C'est bien pourquoi il y a 1000 raisons de ne pas croire à la vérité de ces soleils couchants, si l'on n'a jamais contemplé l'Alpenblume. Que peut connaître du déluge de feu qui inonde alors le ciel de l'horizon jusqu'au zénith le citadin qui ne voit que la lampe rouge contre la bâche du chariot au bout de sa rue et le cramoisi des briques de la cheminée de son voisin? Que peut même connaître des grandes splendeurs que les Alpes se renvoient de sommet en sommet à travers de 1000 azurs au-dessus des campagnes, l'habitant silencieux des plaines d'Angleterre, aux yeux duquel le feu du ciel se manifeste sur une scène bornée par le sommet des meules et le nid des corneilles dans le vieil orme. Ce livre est avant tout le fruit des heures passées à observer inlassablement le ciel et ses nuages, la montagne et ses pierres, et particulièrement du temps passé à Chamonix l'été précédent, à étudier les aiguilles, méditer parmi les gentianes et les rhododendrons, les jours de grand beau temps, contempler les nuages, les autres jours, multiplier les croquis, travailler à l'hôtel, à classer ses minéraux et ses fleurs, ou étudier la structure d'une branche de sapin. Ruskin le dit lui-même en négligeant pour une fois de citer Chamonix. Je n'aurais pas parlé avec cette audace si je n'avais su trouver dans mon éducation quelques raisons de penser que j'étais vraiment plus capable que d'autres de juger justement de l'œuvre de Turner. Je veux dire que j'ai été pris par le spectacle de la montagne dès ma petite enfance et que l'on m'a permis, à un âge où les garçons étudient habituellement la grammaire, de flâner sur les rives de Caume ou de Lucerne, et que depuis, indifférent à ce qui d'habitude occupe les énergies d'un voyageur, l'art, les antiquités ou les gens, je me suis voué au paysage, en ce qu'il a de pur, sauvage, solitaire, naturel. Alors là, on continue à suivre la petite chronologie, on est en 1842. Les lignes que Lorraine a lues sont tirées du premier livre publié par Ruskin, il a 23 ans, et qui s'appelle Les peintres modernes. Et puis il y a un sous-titre interminable que je résume et qui est en fait les raisons de leur supériorité sur les maîtres anciens. En fait, ce qu'il appelle les peintres modernes, c'est essentiellement, parce que c'est ça qui l'intéresse à ce moment-là dans la peinture, c'est les peintres de paysage. Et des peintres de paysage et des peintres modernes, celui, je serais presque tenté de dire le seul, dont il a envie de parler dans ce Modern Painters, c'est celui qui est, avec Saussure, au fond, sa deuxième grande admiration et son deuxième maître, c'est-à-dire Turner. C'est Turner. Alors, je prends un peu le temps, là, Turner, que Ruskin connaît depuis déjà une bonne dizaine d'années. Son père, il faut quand même dire un mot de M. Ruskin père, parce que on a quelquefois parlé de lui avec sévérité. Il mérite toute notre sympathie. M. Ruskin père est un Anglais au départ très ordinaire, il appartient à la classe moyenne. Mais il a, John Ruskin est son fils unique, qu'il a eu assez tardivement, et il a 34 ans, et son épouse, plus âgée de lui, a 38 ans, lorsque naît John Ruskin. Il a fait fortune dans la vente du vin de Xérès, ce que les Anglais appellent le sherry, et dont les Anglais du 19e siècle, aujourd'hui je ne sais plus, mais dont les Anglais du 19e siècle raffolaient. Et M. Ruskin père s'est trouvé, de par son génie commercial, à la tête avec deux associés, à la tête de la firme la plus importante d'importation de vin de Xérès, et à la tête aussi du même coup d'une fortune absolument considérable. Qui va permettre au trio, monsieur, madame Ruskin et Ruskin fils, qui va permettre au trio de s'offrir périodiquement des tours sur le continent dont le simple fait d'en égrener les étapes nous ahurrit aujourd'hui. Quand ils partent, quelquefois c'est pour 5 ou 6 mois.
quand ils partent, c'est pour 5 ou 6 mois, ils descendent dans les meilleurs hôtels, et quand Ruskin dit « si l'on ne m'avait pas permis de m'intéresser, de visiter Côme, Lucerne, etc., je n'aurais pas écrit ce livre », c'est vrai, et c'est une façon, très discrète, mais c'est une façon pour lui de rendre hommage à son père. Les choses se gâteront à certains moments, ça ne sera pas toujours aussi bien, mais je voulais dire ça d'abord. Alors, Turner maintenant, et ce Modern Painters 1, c'est le premier livre de Ruskin, 23 ans, je vous disais, il fait beaucoup d'effets. J'aime bien rappeler le mot que la romancière, Charlotte Bronte, l'auteur des Hauts de Hurlevent, a eu à propos de ce livre. Après l'avoir lu, elle dit ce livre nous a rendu nos yeux. Nous ne savions pas voir, et ce livre nous apprend à nouveau à voir. Parce qu'il s'intéresse avant tout aux peintres de paysages et à Turner comme peintre de paysages. Ruskin entreprend, c'est assez ébouriffant, d'étudier et d'analyser tout ce qui constitue un paysage. Et d'analyser en quoi consiste la vérité d'un paysage. Alors tout va y passer. Il va y avoir des sous-parties qui vont s'intituler de la vérité de la terre, de la vérité des eaux, de la vérité des ciels, de la vérité des nuages, etc., etc. Et à chaque fois, il va arriver à la conclusion qu'aucun peintre n'a su rendre la nature profonde, la vérité justement des ciels, des eaux, de la terre, de la neige, etc., comme l'a fait son cher Turner. Il dira par exemple que rien n'est plus extraordinaire et plus beau, mais en même temps plus difficile à rendre que les ondulations de la neige. Il y a un passage très beau là-dessus. Bon, donc Turner, et Turner en particulier, bien sûr, Turner en particulier pour sa façon de peindre le ciel. Pour sa façon de rendre d'une manière pas du tout réaliste, mais avec une vérité profonde, la particularité de chaque moment. Turner est un peintre du moment. Turner est un peintre, on pourrait presque dire aussi, Turner est un peintre météorologique. Ce que peint Turner, c'est l'arrivée de la pluie. On pourrait presque dire le moment où la pluie n'est pas encore là, mais où elle va arriver. Ce que peint Turner, c'est les transformations des nuages, et c'est ce que Ruskin aime chez lui. Dans son journal, dans le journal qu'il tient toujours à Chamonix, il y a une quantité extraordinaire. Alors il y a beaucoup de descriptions comme celle que vous avez entendue tout à l'heure, les montagnes, la vallée, etc., etc. Mais il y a une quantité extraordinaire aussi de descriptions de ciel, de descriptions de nuages. Il adore voir la pluie arriver. Il adore voir la pluie arriver, il adore voir l'orage s'annoncer et se déclencher. Il y a des descriptions extraordinaires. Il passe des heures à contempler. Il se lève quelquefois à 3 heures du matin. Il se lève quelquefois à 3 heures du matin pour assister au lever du soleil. Et il y a des pages extraordinaires où il décrit, mais dans le plus petit détail, les changements de couleur, les changements de forme des nuages, les changements d'intensité de la lumière, et même chose pour les crépuscules. Et on pourrait presque faire une anthologie à partir du journal et à partir de certaines pages de Modern Painters, on pourrait faire une anthologie de lever de soleil et de coucher de soleil par John Ruskin. Et alors, les couchers de soleil, pour revenir à la pierre à Ruskin, c'est bien sûr sur sa fameuse pierre en dessous du Brévent qu'il allait de préférence les contempler. Il n'y avait pas à l'époque le rideau d'arbres qui aujourd'hui cache la vue des aiguilles, hein, et c'était donc pour lui, il résidait à l'hôtel de l'Union. Et il y a de nombreuses pages de journal aussi où il dit fini de dîner à telle heure, couru le plus vite possible avec mon carnet de croquis et mon carnet de notes sur ma pierre pour voir le coucher de soleil. Et alors souvent, ces descriptions de coucher de soleil qui sont magnifiques, souvent d'ailleurs ça commence par le plus beau coucher de soleil que j'ai jamais vu. Il y a chez Ruskin, dans les textes de Ruskin, il y a une quantité absolument extraordinaire de le plus beau ceci ou le plus beau cela que j'ai jamais vu.
Mais ce qui me fait dire d'ailleurs, au passage, c'est quelqu'un qui est toujours qui est profondément heureux du spectacle que lui offre la nature. Et alors, pour revenir à Turner, vous avez peut-être remarqué, mais c'est vrai même déjà du premier texte, au moins pendant un certain temps, quand il n'écrit pas comme Saussure, comme on le disait à propos du second texte, j'ai envie de dire que Ruskin écrit comme peint Turner. C'est-à-dire que c'est une écriture, alors c'est une écriture très impressionniste. Ruskin, je m'en suis bien rendu compte en le traduisant, en m'échinant à le traduire, c'est pas toujours évident, mais Ruskin, je serais tenté de dire, pose les mots, pose les adjectifs. Dieu sait s'il y a des adjectifs chez Ruskin, des adjectifs et des participes. Il pose les adjectifs sur la page, dans la phrase, exactement comme un peintre, et particulièrement comme Turner, pose les couleurs. Et superpose quelquefois, Turner est un grand aquarelliste, et Ruskin l'a été aussi, donc les superpositions de couches de couleurs, ou les superpositions de mots, d'adjectifs qui s'effacent et qui s'absorbent les uns les autres, etc. Il y a une équivalence profonde, je crois, une équivalence profonde entre les deux. Une dernière chose, je peux encore, oui, j'ai encore 2 minutes sur ce sujet-là, une dernière chose, en entendant ces réflexions sur le ciel, sur ce qu'un citadin ne peut pas connaître et ce que seul quelqu'un qui a vu le ciel de la montagne peut comprendre. D'une part, c'est une façon pour lui de dire, parce que le Turner des années 35-40, le dernier Turner, si l'on peut dire, a été l'objet de critiques extrêmement sévères. Une grande partie de la critique d'art anglaise s'est moquée des derniers Turner en disant ça me ressemble à tout sauf à de la peinture. Certains ont dit que ces vers ressemblaient à un plat de petits pois, d'autres ont dit que c'était un mélange de couleurs complètement indescriptible et qui ne ressemblait à rien, etc. Ruskin dit ici, et d'une certaine façon, c'est un peu, je vais dire que c'est la première idée de ce qu'est, d'une critique d'art en tant qu'art moderne. Ruskin nous dit, si vous, spectateurs, vous trouvez qu'un tableau n'est pas ressemblant, ce n'est pas le peintre, dites-vous que ce n'est pas le peintre qui a tort, mais que c'est vous. Ça n'est pas le peintre qui n'a pas su rendre la vérité de la nature, c'est vous qui ne connaissez pas la nature, et le peintre vous la donne à voir. Et ça c'est un moment clé, en fait, dans l'histoire de l'art. Et alors, derrière tout ça, il y a aussi, c'est l'occasion de le rappeler quand même, je dis les grandes influences, les soubassements de l'œuvre de Ruskin. Saussure, pour la géologie, Turner, pour le regard esthétique, et puis derrière, on ne le sent pas trop encore là, mais il faut bien dire quand même derrière le regard religieux. Le regard religieux, Ruskin est quelqu'un qui a été élevé par sa mère, puritaine, très austère, qui a été élevé dans une connaissance profonde de la Bible. Il cite la Bible d'une façon absolument naturelle, ça lui vient comme ça. Derrière cela, il y a le début du célèbre, du merveilleux, du magnifique psaume 19, alors, dont je connais moi la version française, mais aussi la version en latin, Caeli, Celi et Narante Dei Gloriam, les cieux racontent la gloire de Dieu, le firmament proclame l'ouvrage de ses mains, le jour au jour en prodigue le récit, la nuit en fait l'annonce à la nuit. On pourrait presque dire que ces quatre premiers versets du psaume 19, c'est presque l'art poétique de Ruskin, au fond. Et alors, vous avez, au fond, avec ces 3 premiers textes, vous avez les 3 dimensions de toute l'œuvre de Ruskin. Et l'originalité de Ruskin, et l'originalité de son regard sur la montagne, c'est
c'est la combinaison, la superposition, le jeu de passage d'un niveau à l'autre, de ces trois façons de regarder le paysage, de regarder la montagne. Il regarde la montagne en artiste, avec Turner, il regarde la montagne en géologue avec Saussure, et je serais presque dire, tenter de dire, il regarde la montagne en homme de religion, je dirais presque en prédicateur quelquefois, avec la Bible, avec les psaumes et tout cela. Voilà. Ils arrivèrent le 11 mai par un après-midi glorieux, et Ruskin, qui retrouve immédiatement Coutet, découvre un Chamonix sortant de l'hiver, tel que ni lui ni les touristes de l'époque ne le connaissent. Il y avait encore de la neige bas dans la vallée. Partout, le gel craquait sous les pas. Le chemin du Montanvert était tout enneigé et toutes les pentes étaient nettes et lisses. 10 à 20 pieds de bonne neige bien compacte. Découverte du ski, sans ski. Et moment de pur bonheur qui inspire à Ruskin une bien intéressante analyse de son attachement pour Chamonix. Je suis allée à Chamonix et Tête Noire avec quelques difficultés car il y avait beaucoup de neige. Leur printemps n'est pas encore commencé et seuls les soldanelles pointent le bout du nez, mais 3 semaines suffiront à en faire un paradis. Si vous pouvez y venir, n'hésitez pas. Là où on a la curieuse sensation que les montagnes vous enferment pour vous tenir loin de tout le bruit, de toute la cruauté du monde. J'apprends que des mines ont sauté au Vatican et que Bologne a été bombardée. Et c'est comme si ce n'était pas mon affaire. Et cela ne me ferait pas grand-chose d'entendre dire que l'on a comblé le Grand Canal avec le Palais des Doges. Ce n'est qu'en vivant au milieu des glaciers que l'on peut atteindre une telle paix de l'esprit. À Chamonix, on n'a pas eu de révolution. Tout juste 1 ou 2 maisons renversées et 2 vieilles femmes emportées par des avalanches. Chamonix est donc plus que jamais unearthly, hors du monde, alors que l'Europe est encore secouée par les derniers soubresauts des mouvements de 1848, il s'y sent au milieu des glaciers, à l'abri de l'histoire et de ses convulsions. Oui. Enfermé, loin à l'abri, loin du bruit et de la cruauté du monde. Comme le dit la dernière phrase, c'est 1849 ça. C'est le début d'un très long séjour que Ruskin va faire. Il est déjà là au mois de mai. C'est un séjour à Chamonix avec une petite excursion du côté de Zermatt pour 3 semaines. C'est un séjour qui va durer tout l'été en fait. Il va être là en juin, juillet, août et repartir seulement début septembre. Soit dit en passant, c'est rarissime à l'époque. La plupart des touristes viennent 3 jours. Vous savez ça, un jour ils font le Montanvert, un jour ils vont au col de Balme, et un jour ils vont au glacier des Bossons, et puis on s'en va. Ruskin, lui, reste, c'est pas la première fois, Ruskin s'installe, Ruskin reste 3 mois. Je disais tout à l'heure, il faut les moyens, merci papa, bien sûr. Ruskin reste 3 mois, et c'est 3 mois c'est 3 mois hyper actifs. Mais ici, on a un passage, c'est pour ça qu'on l'a choisi, qui est particulièrement intéressant parce que, d'une part, il explique, je trouve, avec une clarté aveuglante, il n'y a pas besoin d'être psychanalyste pour le comprendre, une des racines de l'attachement profond de Ruskin à Chamonix. Il aime Chamonix d'abord parce que Chamonix c'est son enfance pour lui. Parce qu'il revient toujours à cette scène de première vue dont je parlais en commençant, et à Chamonix, il retrouve, il dit toujours qu'il retrouve Chamonix inchangé. Le monde change autour de lui, et il le dit, l'Europe est à feu et à sang, mais à Chamonix, il n'y a pas eu de révolution. À Chamonix, pour lui, c'est comme si le temps était immobile. Alors, il sait bien que le temps n'est pas totalement immobile, mais le temps de Chamonix, c'est le temps géologique. C'est le temps géologique, c'est-à-dire un temps qui s'écoule sur des millions et des millions d'années. Un temps qui est tellement lent qu'il paraît effectivement immobile, et où au fond, on a l'impression donc qu'on est à l'abri du monde, non seulement du bruit du monde, mais de ses transformations.
parce que Chamonix est à l'abri du monde, parce que Chamonix ne change pas, Ruskin peut entretenir l'illusion que lui non plus ne change pas. Et cette descente du Montanvert, avec un ami d'enfance d'ailleurs de la région de Londres, et avec Coutet, cette descente à ski sans ski, peut-être pourrez-vous nous expliquer, quelqu'un pourra-t-il nous expliquer d'ailleurs comment ça fonctionne techniquement, c'est aussi un retour, c'est un retour au jeu de l'enfance. Puis alors à Chamonix donc, il y a, Chamonix est une sorte de cocon protecteur, cette sorte de cocon protecteur qui lui donne l'illusion, qui lui donne l'impression que les choses sont ce qu'elles sont dans leur beauté, hein, dans leur beauté divine, transcendante, etc., pour toujours. Et c'est aussi pour ça, bien sûr, qu'il aime tant se retrouver à Chamonix. Et sans vouloir anticiper, sans vouloir vous couper vos effets, je dis tout de suite que c'est aussi ce qui va expliquer, je ne dirais pas tout à fait le drame, mais les difficultés que Ruskin va rencontrer à partir des années suivantes. Et comment tout va se gâter. Voilà.